Qu'est-ce qui se passe ici? Tout est fermé, là. C'est un Shabbat, on ne travaille pas les Shabbats. Et ça dure longtemps, ça? Ah, toi, t'es pas d'ici, toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran Formule Express. Moi c'est Adrien et aujourd'hui je vous propose de retourner en 1997. Le cinéma français s'apprête à connaître un de ses plus gros succès populaires. Un film débarque dans les salles avec une bande de potes, des vannes en rafale et un décor rarement vu à l'écran, le Sentier. Ce quartier de Paris, cœur historique du textile, devient pour une fois le théâtre d'un récit communautaire à la fois drôle, cash et profondément humain. Ce film, c'est évidemment La Vérité si je mens. Une comédie de bande, une comédie de quartier, une comédie identitaire et surtout un vrai phénomène de société. Mais comment ce film, tourné avec un casting de comédiens venus de la télé et une équipe souvent moquée par la profession, a-t-il pu devenir l'un des plus gros cartons du box-office français ? D'où vient cette idée d'immerger un goy, c'est-à-dire un non-juif, dans un monde de juifs séfarades du Sentier ? Pourquoi autant d'acteurs célèbres ont refusé d'y participer et comment un rôle de figuration devient l'un des rôles les plus cultes du cinéma populaire. Bienvenue dans les coulisses de La Vérité si je mens. Nous sommes à Paris, dans le quartier du Sentier. Eddie, petit arnaqueur sans envergure, est sauvé in extremis de la galère par Victor Benzakem, un grossiste juif qui le prend pour un des leurs. Pour ne pas perdre sa chance, Eddie entretient le malentendu. Rapidement, il se trouve intégré à une bande de jeunes entrepreneurs aussi flamboyants que marrants, Dove, Yvan, Serge et Patrick. Ben moi c'est Victor. Victor Benzakem. Et on peut pas dire que j'ai déjà laissé tomber quelqu'un dans la merde. Surtout s'il est de chez nous. L'origine du film remonte à la fin des années 80. Michel Mouns, alors auteur et scénariste, publie un roman intitulé Rock Kacher, un portrait d'un pianiste ashkénaze plongé dans le monde effervescent des juifs séfarades du Sentier. Le livre séduit une jeune société de production, Vertigo, fondée par Aïssa Djabri, Farid Laouassa et Manuel Mouns, sans lien de parenté avec Michel. Ils veulent en faire un film, mais le financement ne suit pas. Le projet est donc abandonné. 175 900. Il lui a fait un prix. Quelques années plus tard, Michel Mouns fait équipe avec Gérard Bitton, qui deviendra son inséparable co-auteur. Ensemble, ils reprennent l'idée d'une comédie sur les juifs du Sentier, mais abandonnent le livre. En 1995, alors que le péril jeune de Cédric Clapiche cartonne, la société Vertigo regagne en crédibilité. Elle a également produit Rail, un film dur et social signé Thomas Gilou. C'est donc à lui qu'il confie la réalisation de ce nouveau projet. D'où tu sors ces tasses, toi? De mes couilles, je sors ces tasses. Allez, va au bois. T'as vu ça, Eddie? On va se les manger grave. On va se les manger grave. À ce moment-là, Gilou est un réalisateur atypique. Il a tourné des documentaires avant de passer à la fiction avec Black Micmac en 1986, un succès critique et public sur la communauté africaine à Paris. 10 ans plus tard, Rail, tourné dans une cité, lui donne une vraie légitimité dans le cinéma dit de terrain. Il est donc un choix cohérent pour mettre en scène une comédie communautaire ancrée dans la réalité d'un quartier. Mais qui, putain, qui? J'en sais rien, moi. Ça peut être n'importe qui. Un mec partouche à fait marron, partouche lui-même, les Chinois, les Gitans, les Rital. Laisse tomber, ça arrive tous les jours, des plans comme ça. L'angle choisi par Mouns et Bitton, c'est celui du poisson hors de l'eau. Ce procédé narratif où l'on plonge un personnage dans un monde qui n'est pas le sien. Un non-juif, un pathos, qui se fait passer pour un juif et intègre une communauté aussi fermée que généreuse. Sur le tournage, Michel Mouns, co-scénariste du film, explique ce procédé. Ça a été le premier personnage, je crois, du film, quoi. C'était l'étranger dans la communauté, celui qui ment sur son identité pour intégrer cette communauté-là. Ça, c'était ce pourquoi on a fait ce film, quoi. L'idée est simple, mais audacieuse. En 97, montrer les juifs du Sentier sous un jour aussi cru, c'est-à-dire le business, l'argent, la drague, c'est encore très tabou. Dis-lui qu'il y a des yeux qui sentent le cul. Le rôle principal, Eddie Vuibert, est d'abord proposé à Guillaume Depardieu. Mais alors que celui-ci accepte, il est victime d'un accident de moto, ce qui va alors laisser la place à un certain Bruno Solo. Bon, c'était en 1996. Je travaillais donc 95 ou 96, peu importe. Je travaillais à Canal à l'époque avec Yvan Le Bolloc et je suis appelé par Thomas Gilou qui m'appelle, il me dit « Écoute, je viens d'avoir un coup de fil de Guillaume Depardieu que nous avions invité dans notre émission que nous présentions à ce moment-là sur Canal avec Yvan, quelques jours avant, et on l'avait fait marrer, Yvan et moi. Et il devait avoir le rôle principal, jouer Eddie, qui a finalement été joué par Richard Colina, dans La Vérité si je mens numéro 1. Là-dessus, pauvre et regretté Guillaume a un accident de moto.
Il en est toute une série et il peut plus faire le film. Il peut plus passer les essais, donc il appelle Thomas Gillot, il dit écoute, moi je peux pas passer les essais, mais je viens de faire une émission il y a quelques jours avec un mec qui m'a bien fait marrer, qui est comédien aussi, même s'il travaille à la télé pour l'instant, il s'appelle Bruno Solo. Appelle-le. Thomas Gillot m'appelle, je passe les essais et je suis pris pour faire Eddie, donc Eddie Vuer dans La vérité si je mens. Mais seulement 3 jours après le raccord, les producteurs reviennent sur leur décision. Ils veulent une star. Vient alors le tour d'Antoine Decaune, il est alors en pleine gloire post-Nulle part ailleurs, mais il refuse le rôle pour jouer dans La divine poursuite de Michel Deville. Albert Dupontel est alors approché, sans succès. Finalement, c'est Richard Anconina qui décroche le rôle. À ce moment-là, il a déjà une carrière impressionnante derrière lui, avec des films comme Ciao Pantin ou Itinéraire d'un enfant gâté. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a des patos dans le sentier? Quand Thomas Gillot le rencontre, au début, il lui propose une simple participation. Mais Anconina lit le scénario, s'y reconnaît et insiste. Le rôle qu'il veut, c'est Eddie. Et si j'avais dû jouer dans ce film, le personnage qui m'aurait intéressé, c'est le personnage d'Eddie. Et il me dit, mais le personnage n'est pas juif. J'ai dit, mais écoutez, c'est pas parce que je suis de confession juive que je ne peux pas jouer un non-juif. Ça voudrait dire que ça condamne Andy Garcia à jouer que des Espagnols et ça condamne aussi Depardieu à jouer que des Berrichons. Anconina a compris le potentiel du rôle. Il se bat pour l'avoir et il l'obtient. On s'est rencontré avec Richard, il avait lu le scénario, lui il a tout de suite été passionné par le scénario, il a tout de suite compris ce qu'était le scénario, peut-être son potentiel et peut-être aussi ça remet en lui aussi des choses très personnelles et très profondes. Et il a voulu vraiment le faire, il l'a défendu. Et il se retrouvait à travers cet itinéraire-là. Autour de lui, le casting se forme, souvent par rebond. Gad Elmaleh, fort du succès de son spectacle Décalage, est tout juste connu du grand public. En fait, ce qui s'est passé avec La Vérité 1, c'est que j'avais reçu le scénario à la maison. Et je l'avais lu, j'avais adoré ce scénario. Et j'avais appelé Thomas Gillot en lui disant « c'est bon, je le fais ». Il lit le scénario, adore le rôle de Dove, mais doit choisir entre La Vérité si je mens et XXL d'Ariel Zetoun. Il choisit XXL. À sa place, c'est Vincent Elbaz, tout juste révélé par le Péril Jeune, qui hérite du rôle. José Garcia, lui, est contacté pour jouer Rafi, un rôle secondaire finalement attribué à Elie Kakou. En lisant le script, il s'identifie à Serge Benamou. Il en parle à Gillot et promet « Ce personnage, je peux le rendre très drôle ». Thomas Gillot avait pensé à moi pour le rôle d'Elie Kakou. Oui, il paraît. Oui. Et pour le rôle de Serge Benamou. Il ne savait pas très bien. Donc j'ai passé les essais pour les deux. Et je lui ai dit, écoute, si tu me donnes Serge Benamou, vraiment, je crois que je peux en faire quelque chose. Tu sentais? Ouais, j'ai senti. Je lui ai dit, écoute, si tu me le donnes, vraiment, je peux faire un truc vraiment génial. Donc il m'a dit, bah écoute, je vais y réfléchir. Et puis une semaine s'est passée. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, je te donne Serge Benamou. Gilbert Melki est encore inconnu. Il répond à une annonce de figuration. Une fois sur place, il force pour passer un vrai casting. Il bluffe la directrice de casting et Gillot le rappelle 3 jours plus tard. Il jouera Patrick Abitbol, personnage culte en devenir. Je veux mourir. Non mais vous l'avez vu. Il se jette sous les roues de ma voiture. Me faire ça à moi. Anthony Delon, fils d'Alain Delon, apparaît dans le casting en tant que Maurice Aflalo, le meilleur vendeur de Victor et petit ami de Sandra Benzakem. Présent dans quelques scènes à l'arrière-plan, il incarne parfaitement le séfarade classique, sérieux et appliqué, tandis qu'Eddie prend la place qu'il convoite. Un caméo discret, mais stratégiquement symbolique, validant la diversité des profils dans ce sentier. Dis-le, non mais dis-le. Maurice, je te prends pour un con. Attends mais, t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est de la merde ça, de la ch'fafa. Même les solderies, elles en veulent pas. Et vous m'avez dit de charger le camion? Mais je t'ai dit de charger le camion, je t'ai dit de charger, mais pas avec ça, avec ça. Richard Boringer, star du cinéma des années 80 et 90, incarne un chef d'entreprise juif réservé mais bienveillant, qui a embauché Eddie après l'avoir pris pour un juif à cause d'un pendentif. Sa présence au casting renforce le contraste entre le monde d'affaires traditionnel et les trublions que sont Eddie et sa bande. Je peux pas te garder dans l'entrepôt. Tu respectes pas les règles! Enfin, Bruno Solo, toujours dans la boucle, demande alors le rôle de Serge. On lui répond qu'il est trop tard, donc il demande celui de Dove. Dépité, il jette l'éponge. Jusqu'à ce que Thomas Gillot lui propose Yvan. Et il me dit, il reste un rôle. Alors, à toi de le deviner. Et j'ai regardé. Alors, d'entrée, mon choix s'est porté vers celui de Serge Benamou, José Garcia, parce que je trouvais le rôle explosif, etc. Il me dit, non, ça c'est José Garcia. J'ai dit, ok.
Hein je passe. Ok. Gilbert Melki, le rôle de Patrick Abitbol, je sentais bien que je pouvais pas le faire et tout. Il fallait un mec un peu parrain comme ça, qui fasse un peu... Tu vois, je sentais que c'était pas pour moi. Et puis restait Yvan, qui était pas encore très défini dans la première version. Et je faisais semblant de pas l'avoir vu. Je dis bon, bah écoute, tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. Et heureusement, Thomas a insisté, il me dit mais si, il reste Yvan. Je dis ouais, mais il m'intéresse moins le rôle. Il me dit écoute, on va le retravailler ensemble. Bruno Solo, c'est une espèce d'électron libre. C'est-à-dire, c'est un personnage. Au début, Yvan, il n'existait même pas pratiquement dans le scénario. Donc, à chaque fois, on s'est dit comment on va le faire exister, comment on va lui donner une vie. Et on pensait tous les jours, on se disait mais qui c'est ce mec? Et on lui crée son histoire au fur et à mesure du tournage. Baby, tell me what you want from me. Amira Kazar, elle, accepte le rôle féminin principal, celui de Sandra Benzakem. De son côté, Horatika pense à arrêter le métier d'actrice. Sa carrière ne se passe pas comme elle l'imaginait, et lorsqu'elle voit le casting pour La Vérité, elle se dit que ce sera sûrement le dernier. Alors foutu pour foutu, autant y aller à fond. C'était un moment où je travaillais pas beaucoup, et je me suis dit bon, à chaque pot elle doit avoir son couvercle. Peut-être que ce métier c'est pas le mien. Et comme je faisais à côté du journalisme et d'autres choses, et j'aimais écrire. Et quand on m'a envoyé à ce casting, je me suis dit, bah, c'est le dernier, enfin, je donne tout, et voilà, si celui-là marche pas, je fais autre chose, je me consacre définitivement à autre chose. Et évidemment, ils m'ont demandé de faire une impro, et j'ai tout donné, enfin voilà. Et libéré, puis, quoi, en disant... Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi, quand on n'a rien à perdre. Foutu pour foutu. Ouais. Ah bah... En tout cas, bah ouais. Ça a marché. Le tournage se déroule entre Paris et Deauville. Le cœur du film se joue dans le Sentier, quartier qu'on a rarement vu aussi vivant à l'écran. On découvre des décors cultes de la nuit parisienne, notamment la boîte de nuit Le Duplex, adresse phare des Champs-Élysées. Non mais ça va monsieur, excusez-nous, on s'en va. Ah, excusez-nous, on pensait pas rester, il y a que des thons dans la boîte. Je m'en fous! Ça fait 1 heure qu'on attend à cause de vos conneries! Le réalisateur Thomas Gilou veut un ton réaliste mais joyeux. Le but ? Faire sentir la chaleur humaine et l'énergie de cette communauté. L'ambiance sur le plateau est électrique. Les comédiens viennent majoritairement de la télé et de la radio et ne sont pas encore considérés comme de vrais acteurs pour une partie du milieu. Le projet est regardé de haut. Gilou est moqué quand il annonce son casting. Moi à l'époque, on me disait mais c'est quoi, y compris les copains, on me disait mais c'est quoi ton casting? Je comprends pas, c'est un casting de télé. Mais je disais c'est pas de la télé, ces acteurs je suis sûr qu'ils sont bien, je suis sûr qu'ils ont quelque chose à dire au cinéma et ça me fait marrer de les voir. Et puis c'était plus ou moins, Bruno c'était un copain par exemple. Bon, donc et les gens comprenaient pas. Et dans le milieu, on regardait ça de haut. Mais cette équipe-là, elle y croit. Elle rit, elle improvise, elle se marre. Bruno Solo raconte que Richard Anconina devient de plus en plus sensible au fou rire. Le tournage prend du retard, mais tout le monde s'éclate. Avec Richard, tu peux pas faire une scène correctement. Plus le film avance, plus il a des fous rires qui se rapprochent. C'est-à-dire qu'au début, c'est 1 par semaine, après c'est 1 tous les 2 jours, et à la fin, c'est 1 toutes les 5 minutes, tu vois. Mais une fois de temps en temps. Amira Kazar s'amuse comme jamais auparavant sur un tournage, au point de finir les journées avec des crampes à la mâchoire à force de rigoler. Après ce tournage, c'est tellement fatigant la nuit, t'as besoin d'un lifting, tu sais, comme dans le Brésil, t'as besoin d'avoir des épingles, là, tellement tu rigoles que ta bouche, elle va tomber, ta gueule, elle tombe. Le tournage est terminé et le montage est alors confié à Nathalie Hubert. Elle donne au film un rythme rapide, des dialogues tranchants et une respiration musicale qui porte le tout. Gilou insiste pour garder l'authenticité des prises, parfois même avec des hésitations ou des lapsus, tant qu'il renforce le naturel. L'équilibre entre dialogue, musique et bruitage est particulièrement soigné. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez, moi ce que je fais sur mon pognon! La musique est signée Gérard Presgurvic, un compositeur connu pour avoir coécrit plusieurs albums de Patrick Bruel. Tu connais Patrick Bruel? Bon, c'est un très bon ami à moi, hein. Pas vrai, donc? Dis-lui, c'est un bon ami. Bien sûr. Bon, on est en train de faire un parfum qui s'appelle le parfum Patrick Bruel. C'est comment l'histoire? Hein? Si tu veux rentrer dans l'affaire maintenant, c'est 25 bars. Il compose une bande originale à base de funk, de groove et de sons orientaux. L'ambiance est urbaine, communautaire, joyeuse. À cela s'ajoutent des titres de variété et de musique traditionnelle juive ou maghrébine. Ça pulse, ça danse, ça vit. Les musiques de variété ne sont pas là comme un fond sonore, elles participent pleinement à l'identité du film. On y entend des tubes comme Où sont les femmes de Patrick Juvet, des morceaux emblématiques qui apportent à la fois une touche kitsch, festive et populaire. Entre chansons disco, musique orientale et variété française, la bande-son reflète l'esprit du Sentier. Joyeux, bruyant et coloré.
Ces morceaux ponctuent les scènes cultes, soulignent les vannes et donnent au film son énergie unique entre comédie de quartier et carte postale des années 90. Admets Beret, qu'est-ce que tu lui parles hébreu? Elle vient de Norvège, une mannequin. Elle est pas juive? Bientôt, si Dieu veut. La vérité si je mens sort en janvier 97. Résultat, près de 5 millions d'entrées, dont plus d'1 million rien qu'à Paris. Le film devient le 3e plus gros succès de l'année. Les répliques deviennent immédiatement cultes, le public adore. Gilbert Melki se fait appeler Patrick dans la rue, on lui assène des yallah à n'en plus finir. Le film devient un phénomène générationnel, comparable à ce qu'a été Les Bronzés pour une autre génération. Et là, dans la rue, on t'abordait comment? Est-ce qu'on t'appelle Patrick? Ouais, je sais on pas, m'appelait tu vois. Patrick, on m'appelait Luke the Ring, beaucoup. Oui, il y en a qui arrivaient dans la rue, ils me disaient « Hey, Luke. » Voilà, ils faisaient ça. T'as vu? Ouais, c'est ça, ils faisaient ça. Mais ouais, on m'appelait surtout Patrick parce qu'on me connaissait pas beaucoup, donc ils m'appelaient par... Je me rappelle à Cannes, on avait monté les marches et... Alors ils appelaient tous José, Richard, Bruno, là. Et moi c'était Patrick, tu vois. Donc comme ils savaient pas tellement mon nom, voilà. Mais il y avait des mecs qui me criaient Yallah. Quelquefois, j'ai pris des coups de panique. Les mecs freinaient à côté de moi et faisaient champion du monde. Mais la critique, elle, est divisée. Une partie d'entre elles salue l'humour, l'énergie, la fraîcheur du film, mais d'autres, comme les Inrock ou Télérama, lui reprochent son côté caricatural. Mais le public, lui, est conquis. Et c'est tout ce qui compte. Alors, monsieur Boisis, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas belle cette cam? À la télévision, d'où viennent la plupart des acteurs du film, on joue le jeu de la promo à fond. Les passages télé sont nombreux et efficaces. Le film est alors nommé au César pour les espoirs José Garcia et Amira Kazar. Il remporte le prix du public au festival de l'Alpe d'Huez. Le film sort rapidement en VHS, et encore une fois, c'est un carton. Je le dis toujours, monsieur Battisti, faut toujours donner sa chance au produit. La vérité si je mens, c'est un film qui casse les codes, rassemble les publics, fait rire sans cynisme et révèle une génération de comédiens. Un film populaire au sens noble du terme. Et surtout, un film qui, presque 30 ans plus tard, fait encore partie de notre culture collective. Moi, quand je découvre le film, je suis tout petit. Je ne comprends même pas ce que c'est qu'être juif, la religion, etc. Mais je suis captivé par ces personnages et surtout, je me marre, car les gags du film dépassent la religion. Ces personnages sont des archétypes et chaque rôle est si mémorable qu'on ne peut s'empêcher d'adorer. Évidemment, j'ai vu le film un nombre incalculable de fois, sur tout support, et ça m'empêche pas d'y retourner encore et encore. Quatre ans après le raz-de-marée du premier film, La Vérité si je mens 2 voit le jour. On est alors en 2001 et toute la bande est de retour. Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki. Mais cette fois, il y a un petit twist, puisqu'au casting, on retrouve Gad Elmaleh. Vincent Elbaz, craignant d'être associé à jamais au rôle de Dove, décide de céder sa place. Le moyen idéal pour Gad de prendre sa revanche sur cet acte manqué du premier film. Je dois dire très sincèrement que j'ai pas eu besoin de faire un grand travail de composition ni d'acteur studio. Je joue pas un Finlandais épileptique, tu vois. Il y a également plein de nouveaux venus. Elisa Tovati, qui incarne la petite amie de Serge Benamou. Entre elle et José Garcia, ça crève l'écran. Leur duo fonctionne à merveille et offre certains des moments les plus drôles et les plus tendres du film. C'est quoi ça, Théa? Ça c'est la marque Peter Alaoui. Peter Alaoui? Oui, je suis australien. Je peux faire toutes mes chemises là-bas. Daniel Prévost est aussi de la partie dans son rôle de directeur d'Eurodiscount, et on a même le droit à la présence d'Enrico Macias dans le rôle du père du personnage d'Elisa Tovati, Shoshana Boutboul. Toute la bande est là donc, mais le décor change légèrement. Le sentier est toujours là, mais il est en mutation. Le textile traditionnel se fait écraser par les grandes surfaces, les marges fondent et les combines doivent s'adapter. Eddie et sa bande tentent désormais de vendre en gros aux hypermarchés, notamment à l'ancienne fictive Eurodiscount. Et il y a quelque chose qu'on oublie de préciser quand même, c'est important Eddie. C'est pour la pipe, c'est à quelle heure? Pardon? À quelle heure je te suce? Le film reste fidèle à l'esprit du premier volet, mais avec des moyens accrus, une mise en scène plus ample et des dialogues toujours aussi affûtés. Avec le succès surprise du premier volet, qui avait conquis le public malgré des moyens modestes, la suite suscite rapidement l'intérêt des grands studios. Cette fois, c'est un poids lourd du cinéma mondial qui est aux commandes, la Warner Bros. Et oh, ça fait 1 heure que j'ai demandé une bouteille de champagne. Tu rêves ou quoi là? Évidemment, l'arrivée de Warner change tout. Grâce à ce partenariat, le budget explose. Il passe de 4 millions à près de 15 millions d'euros, ce qui permet au film de viser plus haut sur tous les plans.
Casting élargi, tournage en extérieur en Israël, décor reconstitué du sentier en studio, et surtout, campagne marketing massive. Warner apporte non seulement de l'argent, mais aussi des moyens de diffusion et de promotion à l'échelle nationale, avec une mécanique digne des plus grosses productions américaines. Alors mon invité suivant est cassé, il est mort de fatigue, faut dire quand même qu'il vient de se taper 3 semaines de promo, dans toutes les télés, dans tous les multiplexes. Remarquez, c'est pas inutile parce que le film qu'il joue a fait mieux que Titanic le premier jour. Gros succès en perspective pour La Vérité si je mens, numéro 2. Voici Yvan, alias Bruno Solo. La caméra de Thomas Gilou suit ses personnages avec plus de fluidité, plus de mouvement, plus d'ampleur. Côté narration, l'humour reste au cœur du dispositif. Mais les enjeux prennent de l'ampleur. Il ne s'agit plus seulement de petites combines entre amis, mais de contrats à 6 chiffres, de rivalité commerciale, de trahison sentimentale et de choc culturel entre la vieille école du sentier et les méthodes des grands groupes. On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! Les dialogues, toujours signés Michel Mouns et Gérard Bitton, sont encore plus ciselés. Ça mitraille, ça chambre, ça fuse. On sent que les comédiens maîtrisent désormais leurs personnages sur le bout des doigts. Il y a une aisance, une fluidité dans les échanges qui donne l'impression qu'on assiste à une conversation entre amis. Le film capitalise sur tout ce que le premier avait amorcé et le pousse à fond. Attends, Patrick, j'ai une journée de ouf aujourd'hui. Tant pis, c'est pas grave. Je voulais te proposer de prendre la Rolls. La Rolls? Ah bah attends, je consulte mon planning. Hein. Sur le plateau, Gad Elmaleh et Richard Anconina deviennent très complices, rapprochés par le fait qu'ils soient tous les deux d'origine marocaine. Il semblerait que tu aies entretenu une amitié, tu t'es bien entendu avec Richard Anconina. C'est ça? Vous êtes un peu découvert, quoi. Bah, j'ai cherché qui était d'origine marocaine. J'ai dit, il est où le Marocain? On s'est tout de suite trouvé, boum. La bonne ambiance semble être encore plus intense que sur le premier. Durant tout le tournage, Gad Elmaleh et la bande se moquent des intonations de Gilbert Melki. Raconte, Gab, d'où ça vient, ça, parce que ça, c'est quand même le tout premier truc du film, ça. Ah non, bah c'est un peu du private joke, mais pour qu'on comprenne, que les téléspectateurs comprennent. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné la scène de la partie de poker, et Gilbert, à un moment donné, dit cette réplique à son cousin. Attends, il lui dit sur un ton, mais... Non, mais... Ah ouais, il lui dit à un moment donné, parce qu'il il le soupçonne d'aller faire des magouilles avec les mecs du sentier, tout ça, il lui dit la réplique, hein, sans l'intonation, c'est qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux. Et donc, donc avec l'intonation. Non, fais-le avec l'intonation. Non, fais-le, ok. Non, il y avait une petite musique comme ça qui nous restait, c'était qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux. Qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux? Et donc, on a déliré sur cette réplique, et après, on a créé un jeu sur le film, des variantes, qui étaient plein de questions qui se terminent en haut. Qu'est-ce que tu faisais à manger un esquimau? Mais que des conneries pendant tout le temps. à manger du veau. Voilà. C'est n'importe quoi, et ça nous faisait rire, et ça l'énervait. Ça l'énervait parce Non, que mais c'est que ça m'énerve. c'était pas une vanne sur lui, c'était sur... Voilà, quoi. Résultat des courses, 7,8 millions d'entrées, c'est un des plus gros cartons du cinéma français des années 2000, juste derrière Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti la même année. Le film est même présenté au Festival Juste pour rire de Montréal, où il reçoit le prix du jury. Il clôt également le Festival de l'Alpe d'Huez. Le succès est total, la franchise est désormais installée. Ce deuxième opus c'est pour moi le meilleur. Plus fort, plus drôle, plus grand. C'est vraiment ce côté film choral qui me cueille à chaque fois. Je crois d'ailleurs qu'il se passe pas une semaine sans que je fasse référence au film tant c'est culte pour moi. Allô, je suis un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? Serge? C'est toi mon fils? 11 ans après le deuxième volet, toute la bande rempile pour un troisième épisode. Mais cette fois, l'ambiance a changé. Le sentier tel qu'on l'a connu a quasiment disparu. Le commerce du textile est désormais dominé par les grossistes chinois d'Aubervilliers. C'est là que se déroule l'intrigue. Eddie, Dove, Serge, Yvan et Patrick tentent de survivre dans un marché qu'ils ne contrôlent plus. Le film aborde donc frontalement les mutations économiques, mais sans perdre son humour ni ses personnages hauts en couleur. Tu mets ton zboob dans une sorte de tuyau, et là il te traite comme une vache. C'est tout simple. T'as rien à branler, c'est automatique. Oui, attention, faut faire gaffe au débit, parce qu'ils peuvent t'aspirer une couille, facile. Quoi? Ouais, demande à Marciano, il a dérouillé grave. Félix Marciano? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu un souci avec la treilleuse, elle s'est emballée, ça marchait plus, et là, le pauvre, il s'est fait avaler une couille. Comme ça, d'un coup. Oh putain! Oh putain, ça doit faire mal de chien! Je crois qu'ils lui en ont remis une en résine. Et quand tu la pinces, elle couine.
Au casting, on retrouve la bande originale, et on assiste même au retour de Vincent Elbaz dans le rôle de Dove. On a le droit également à un gros caméo de Cyril Hanouna, qui n'était pas encore le géant du PAF que l'on connaît aujourd'hui. Léa Drucker rejoint aussi l'équipe dans le rôle d'une contrôleuse des impôts qui va faire chavirer notre Patrick Abitbol. Le film porte un enjeu de taille. Faire une suite d'une saga comique culte longtemps après le dernier opus. Les Bronzés 3 et les Visiteurs 3 ne s'en sont pas relevés. Mais Gilou y croit. Il écrit le film pendant 10 ans et il n'est pas motivé par l'argent, mais plutôt par l'amour qu'il a pour ses personnages. Je compte sur vous, hein. Soyez bons, hein. Yallah! On est moisis, son Yallah. Pourtant, à sa sortie, malgré une ouverture en tête du box-office, La Vérité si je mens 3 divise. La promo est massive, mais la presse est tenue à distance. Certaines projections presse sont même annulées ou limitées. Résultat, plusieurs critiques, dont celle du Figaro, sont publiées après la sortie et dénoncent cette stratégie. Pas d'impair, nos hôtes sont très susceptibles avec le protocole. Mais le public, lui, il répond présent, mais avec un peu moins d'enthousiasme. Le film dépasse les chiffres du premier volet, mais reste très loin du deuxième. Bon, de mon côté, c'est un opus que j'aime bien, il est pas au niveau des 2 premiers, mais il comporte quand même son lot de gags bien sentis et j'aime le voir assez régulièrement. Maxou! C'est Maxou! Comme c'est gentil de me rendre visite, Maxou. En 2019, changement de cap. Thomas Gilou passe la main. Ce sont les scénaristes historiques, Michel Mouns et Gérard Bitton, qui prennent la caméra pour raconter les origines de la bande. Ils ont toujours rêvé de réaliser un opus de La Vérité si je mens, et c'est maintenant leur chance d'y parvenir. La Vérité si je mens les débuts est donc un prequel. L'histoire se déroule dans les années 80, alors que Dove, Yvan, Serge et Patrick sont encore au lycée. Nouveaux comédiens, nouvelles têtes, nouveaux décors, mais le public ne suit pas. Le film est un échec cuisant. À peine 300 000 entrées, il entre dans le top 10 des plus gros flops de l'année, la critique est sévère et le bouche à oreille inexistant. Parce que la vérité, je m'inquiète beaucoup pour lui. Bon, c'est là que mon amour pour la saga intervient. Moi je l'aime bien ce prequel. Alors évidemment on est loin du talent de Thomas Gilou, mais ça reste sympathique, plein de bonne volonté. Et comme ça se passe dans les années 80, forcément je suis client. Et je trouve que le casting de jeunes marche plutôt bien, hein. Notamment Johan Manka qui interprète le jeune Patrick Abitbol et qui est bluffant dans son imitation du jeu de Gilbert Melki. La vérité, faut que j'en parle à mon associé. La vérité. Tu es pied noir, toi. Tiens la Rolex. Tu vois d'où il. La vérité. Melki qui est d'ailleurs présent au casting et qui joue le père de Patrick, petit clin d'œil assez sympathique à la saga. Tais-toi, espèce de folle. Tu vas finir par me rendre dingue. Vous allez tous finir par me rendre dingue. Ah, calme-toi. Tais-toi, toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appartement, hein? Je veux plus l'entendre parler, tais-toi. La Vérité si je mens, c'est une saga qui a marqué toute une génération. 4 films, des millions d'entrées, des personnages devenus cultes. Ce n'est pas juste une comédie, c'est un vrai phénomène populaire. Des répliques qu'on connaît par cœur, des scènes qu'on voit toujours avec le même plaisir. Tout n'a pas toujours été parfait, mais ce qui reste, c'est l'attachement, la nostalgie et cette bande de potes que l'on retrouve à chaque fois avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine et en attendant, vous pouvez écouter tous nos autres épisodes sur les plateformes de podcast. Alors à très vite. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.